Je voudrais présenter en fait cette problématique de la prise en compte du développement durable dans les marchés d'énergie et les marchés en général. Donc, je voudrais essayer de vous le présenter en sur 4 points, 4 étapes. La première chose, vous dire que peut-être une évidence, encore que, parce que je vois que sans arrêt on est obligé de rappeler ce point-là, vous ne pourrez pas effectivement écrire le développement durable si vous ne le comprenez pas, si vous ne le connaissez pas. Donc la première étape, c'est de savoir effectivement ce que vous allez pouvoir défendre en termes d'enjeux, d'objectifs en matière de développement durable. Et puis, je parlerai de 2 dimensions qui sont complètement négligées en général par la plupart des gens intéressés par la question, qui pourtant veulent faire du pratique, à savoir la préparation initiale du marché, en interne, en externe, avec les entreprises, avec les services, avec les collègues, avec les agents dans les structures, et la mise en œuvre ensuite, l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait rédiger et imaginer qu'on rédige un marché idéal, en quelque sorte, sauf que s'il est à un tel niveau qu'il est inaccessible par les utilisateurs, il sera effectivement pas mis ou très mal mis en œuvre par la suite. Donc la première dimension qu'il faut connaître et intégrer, avoir en tête quand on veut faire du développement durable dans ces marchés d'énergie ou quel qu'il soit en général, c'est connaître cette définition, cette dimension développement durable pour pouvoir la rédiger, la mettre en œuvre en tant que telle, ensuite concrètement dans le document. Donc la première chose, c'est rentrer dans cette dimension des enjeux économiques. Donc pour essayer de lever cette problématique, déjà, il faut s'assurer de la vérité de cette affirmation qui n'est pas toujours vraie et de moins en moins vraie. Alors typiquement pour les gens du bâtiment, je suppose qu'il y en a d'entre vous qui sont de ce secteur, on sait bien que la problématique d'une non-prise en compte, par exemple, du coût de l'énergie qu'on aura installée, et puis une mauvaise isolation du bâtiment, par exemple, une mauvaise orientation, pas tenir compte d'un certain nombre de préconisations qu'on connaît très bien ici, fera qu'on aura effectivement au départ peut-être un investissement moins élevé, mais au final un coût en usage, en maintenance, en démantèlement beaucoup plus élevé. Tous ces marchés ne sont pas systématiquement plus chers, au contraire, au départ. Mais on oublie et on occulte effectivement tout le déroulé qu'on essaie d'intégrer dans une démarche plus cohérente et plus complète, plus globale, qui est effectivement l'ensemble des coûts qui sont plus cachés ou méconnus qu'on peut avoir affectés à ce qu'on achète. C'est le coût d'utilisation, bien sûr, c'est le coût de maintenance, c'est le coût de déconstruction, réutilisation. Et puis c'est les coûts indirects, les coûts sociaux par exemple, les coûts environnementaux, le coût d'une espèce, le coût de la pollution, qui vont faire que si on fait le total de l'ensemble de ces coûts sous-estimés ou non intégrés, on a alors de façon extrêmement qualitative, parce qu'on a évidemment beaucoup de mal à faire la démonstration de façon mathématique, on a la démonstration qu'entre un achat global et un achat classique, si on a éventuellement un surcoût au départ dans l'achat, au final, on a un coût qui est beaucoup moindre parce qu'on a intégré l'ensemble du cycle de vie du produit, du service ou du bâtiment en question. Essayons de raisonner sur l'ensemble des coûts qui vont de toute façon finir par être payés par le territoire, la structure ou l'utilisateur final. On ne bascule pas d'un marché classique qui n'intégrerait pas le développement durable au départ à un marché durable plus vertueux, par exemple en termes d'environnement, du jour au lendemain, si on n'a pas effectivement cherché, mis en œuvre cet accompagnement du changement des utilisateurs du bâtiment. Donc on voit bien qu'on ne va pas du tout avoir, et en termes de coûts, ça a des incidences énormes, parce qu'on n'aura pas les économies induites qu'on espérait, on ne va pas avoir les résultats qu'on espérait au départ, si encore une fois, au-delà de la préparation du marché, on n'a pas cherché à accompagner les utilisateurs dans la mise en œuvre de bonnes pratiques qui vont faire qu'on va bien, correctement utiliser le bien, le matériel, le bâtiment en question. La question des coûts, on peut aussi beaucoup la faire évoluer par la dimension de l'achat groupé. L'achat groupé qui est ouvert aussi bien au marché privé qu'au marché public. Et dans des marchés publics, le privé peut être associé à des collectivités territoriales ou à des acteurs publics. Il faut bien intégrer que l'écart entre un marché classique et un marché durable, puisque systématiquement quand même c'est l'argument qu'on nous oppose, on est plus cher, il est conditionné aussi par l'effort qu'on est susceptible de pouvoir consentir par rapport à un marché classique. Jusqu'où on est prêt à aller éventuellement dans le dépassement du budget. La dimension sociale, ça c'est une dimension qui politiquement est extrêmement intéressante parce que ça permet, et c'est complètement ouvert et transparent et légal dans le code évidemment des marchés publics, ça permet d'intégrer cette dimension complète du développement durable et on peut la rattacher là aussi au marché d'énergie ou autre. En cherchant, par exemple, à essayer notamment dans les marchés de travaux, à intégrer cette dimension d'insertion de personnes en difficulté, de personnes handicapées. Évidemment, on va pouvoir clairement revendiquer une dimension écologique de protection de l'environnement dans les marchés, que ce soit des marchés d'énergie à travers les labels, par exemple, ou des marchés en général.
Donc pourquoi prendre en compte le développement durable dans la commande publique? Ce sera déjà dire parce que vous êtes convaincu, intéressé par la thématique, que c'est votre objectif. Et puis aussi parce que vous allez essayer de montrer qu'en réalité, vous allez améliorer le produit, améliorer le service, améliorer le fonctionnement de la structure qui s'en sert. Et ça, évidemment, notamment les collectivités territoriales seront tout à fait intéressées par cette problématique parce que vous allez travailler sur les besoins et pas considérer que vous allez être dans la nécessité forcément de passer le même marché tel qu'il existait précédemment. Donc travailler sur les besoins en se posant la question de quoi j'ai besoin aujourd'hui, comment évoluer mes pratiques, est-ce que j'ai besoin de tel stock, est-ce que j'ai besoin de telle quantité de ces services, besoins. Mais le dernier argument, c'est de dire aussi tout simplement que depuis 7 ans, depuis 2006, le Code des marchés publics en France impose la prise en compte du développement durable dans la définition de ces besoins. Et qu'une collectivité locale, un acteur public qui n'achète pas effectivement qui ne passe pas des marchés en montrant, en étant capable de démontrer qu'il a pris en compte le développement durable dans la définition de ses besoins, risque effectivement, s'expose à cette possibilité de recours contre ce marché pour défaut effectivement par rapport au Code des marchés publics. Et alors précisément, il y a des outils, c'est le Code qui dit comment on doit le faire. Ce sont comme des outils pratiques qu'on peut maîtriser extrêmement rapidement et qui vous permettront d'avoir un vrai rôle, je dirais, proactif.